Oui, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au Haras de la Fontaine, à Vaugrigneuses, à côté de la vallée de Chevreuse et de Rambouillet. Et c'est ici même, dans quelques instants, que nous allons discuter sur l'agriculture, sur les chevaux. Alors les amis, à tout de suite. On élève les chevaux, d'abord on les fait naître. D'accord. On a des poulinières. Maintenant j'en ai moins, mais pendant un moment j'en avais une dizaine de poulinières. Maintenant, vieillissant, on en fait plus de 3 ou 4. On a 4 poulinières et on fait à peu près 3 poulains par an. 3-4 poulains par an. 3-4 poulains par an. Et en tout, vous avez combien alors de chevaux? De chevaux sur l'exploitation, avec les chevaux propriétaires, il y a à peu près 80-90 chevaux. 90 chevaux, d'accord. Environ. Ce qui est énorme comme... Vous êtes peut-être une des plus grandes structures de la région. Oh non, il y a des grosses structures. Enfin, moi, je suis le seul à faire de l'élevage et de la valorisation des chevaux dans la région. Dans la région. Et d'où est partie votre passion pour les chevaux? Bon, c'est enfant, on a commencé à monter à cheval, on avait 13 ans. Et après, c'est une passion. J'ai eu la chance de tomber sur des personnes compétentes qui m'ont bien formé. Oui. Et après, depuis la maison, c'est comme ça. On a continué. Et vous n'avez jamais lâché les chevaux? Ah non, depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Oui. Le Haras, on a acheté ici il y a 40 ans. Ah oui. Et quelle affinité avez-vous avec les chevaux? Vous les connaissez par cœur, si je puis dire? Ah oui, par cœur. Oui, c'est ça. J'ai fabriqué. Vous avez fabriqué, donc c'est vrai que c'est... Et quelle affinité, enfin, quelle proximité avez-vous avec... Leur parlez-vous tous les jours? On leur parle, on leur chuchote. On les chuchote, il y en a des gentils, il y en a des moins gentils, ça dépend. Oui, en principe ils sont gentils, ils finissent par être gentils, mais il y en a des sévères au départ. Oui. Il faut les éduquer peut-être. Oui, il faut les éduquer. Il faut être ferme et à la fois ferme et gentil. Ferme et gentil, voilà, c'est ça exactement. C'est l'éducation. Comme l'éducation avec les enfants, c'est vrai. Et il me semble que vous produisez vous-même le oui, foin. On fait de l'autarcie, on vient l'autarcie. On a de la chance d'avoir une surface importante. Oui. Donc on fait le foin nous-mêmes, on fait les céréales nous-mêmes, on fait tout nous-mêmes. Et tout vous-même. Vous êtes vraiment indépendant. Ah, le plus possible. Et en étant indépendant, comment quelle image avez-vous, quelle conception avez-vous de la liberté? Est-ce que vous vous sentez libre avec vos chevaux? Est-ce que les chevaux vous rendent libre? Oh oui, d'une certaine façon. Enfin, à la fois libre et à la fois, c'est étonnant. Hein. C'est tous les jours, tous les week-ends, Enfin, c'est une passion. Donc, oui, c'est ça, tous les week-ends. Vous ne pouvez pas partir... on part avec les chevaux, en fait. On part avec les chevaux. Quand on part en vacances, moi, mes vacances, c'est de partir faire des tournées avec les chevaux à l'étranger. Oui, ça c'est des vacances. Vous traversez le monde avec vos chevaux pour les compétitions. L'Europe. Oui. Et les compétitions que vous faites, alors, sont à quelles courses faites-vous? Amenez-vous les chevaux, où les amenez-vous? Vous faites Longchamp Ah non, c'est que de concours épique, c'est-à-dire concours des compétitions sur l'obstacle. Saut d'obstacle, d'accord. Et ils ont besoin de combien de temps, les chevaux, pour être performants? Performants à haut niveau, ils aient 8-9 ans. Ah, oui. À haut niveau international. D'accord. Sinon, on commence à les sortir en compétition à l'âge de 4 ans. 4 ans. 4 ans, ça correspond à peu près à l'école primaire. C'est ça. 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est l'école primaire. Non, 6 ans, ça commence à être un peu plus important que le collège. Et alors, est-ce que vous pouvez nous présenter, je crois que nous sommes devant Vif, il me semble, est-ce que vous pouvez nous le présenter? Est-ce qu'il porte bien son nom? Non, pas vraiment. Il n'est pas très vif, mais... Et pourquoi l'avez-vous appelé Vif? Parce que il est issu d'une origine de chevaux de course. La grand-mère était très performante en course d'obstacles, de plat même. Et il a été croisé avec du bon cheval français pour faire du saut d'obstacle. Oui.
Et en fait, il est vif que quand il faut. Il se réveille. Hein, mais sinon, c'est un calme. Il est gentil, il ne bouge pas. Et sinon, il est assez étonnant parce qu'il est tout petit et il saute des obstacles qui Ah oui, oh là là. Et comment séduit un cheval? Comment vous le... Vous voyez, comment séduit-il? Comment Séduit-il comment vous le... Vous voyez, vous l'éduquez pour les sauts d'obstacles. Est-ce qu'il est très souple? Est-ce que les chevaux sont d'une souplesse, d'une intelligence ils sont nés, on les a sélectionnés pour ça. Hein. D'accord. Hein, il y en a des plus souples que d'autres. Oui, mais lui a été sélectionné pour faire du saut d'obstacles. Son père était champion du monde. D'accord. Son grand-père était aussi l'un des meilleurs chevaux du monde. Oui, c'est ça. Donc il a quand même, génétiquement, il était né pour sauter. Pour sauter. Ouais, c'est pas évident qu'ils sautent tous. Hein. C'est vrai. Et est-ce que vous pouvez nous en présenter un autre qui vous tient à cœur, lequel vous pourriez nous présenter? Empereur, hein, je pense. Hein. On a un empereur qui est un jeune cheval. Lui. Ah, lui, empereur. Alors lui, c'est un jeune cheval qui a 6 ans. Non, c'est pas lui. 3 ans. 3 ans. 3 ans. Lui, c'est le 3 ans. Lui, c'est 3 ans. Lui, là, ce cheval-là, pendant qu'il est là, on va connaître. Oui. C'est un jeune cheval avec une très bonne origine. J'ai montré son arrière-arrière-grand-mère, qui était ma première jument. Ah oui. Donc je connais la là. famille. Mais apparemment, c'est un gentil, c'est un très beau cheval. Oui, il a 3 ans et lui, il est vraiment en phase d'éducation complète. Hein, parce qu'il est sorti du pré il y a 2 mois. Ah oui. Donc il ne savait rien faire, il ne savait même pas marcher avec un école. Et là, il est très gentil. Il a l'air de bien progresser. Ah oui, oh là là. Déjà, on sait il se déplace très très bien. Et il est très gentil. Il est très gentil. D'accord. C'est déjà agréable. Ah ben oui, c'est important. Alors que c'est un entier, donc c'est les talons. Oui. Donc en principe, ils sont fougueux et d'accord. Lui, vous voyez, les gens qui ben oui. Alors à côté, on a Empereur. Donc... Empereur. Lui qui est il a un modèle très très joli. Bonjour Empereur. Alors lui, attention, il mordille un peu. Ah oui. Lui, c'est plus... Bon, il est déjà plus adulte, il a 6 ans. Il a une origine exceptionnelle. Son père aussi a été champion du monde. C'est quelle race ils sont? Ah, c'est le français, croisé avec du cheval. Son grand-père est hollandais. D'accord. Et donc, oui. Hein, donc il est très beau. Il saute très bien, mais il est encore bébé. Hein. C'est vrai, il est bébé, il est content. Non, il est gentil. Mais bon, par contre, il faut se laisser parce que comme tous les étalons, ils ont tendance à mordiller. Mais c'est pas de la méchanceté, mais oui, c'est pas ça. de la méchanceté, mais ça fait mal. Ça fait voilà, à côté, on a Frisky. Frisky, voilà, ils ont tous des noms originaux. Qui est de la même origine que l'autre, et qui n'est pas très beau, lui qui a une grosse tête qui n'est pas très jolie. Mais par contre, quand on s'est mis à le faire travailler, on a vu qu'il était très performant. D'accord. Beaucoup de qualité. Alors lui, c'est l'espoir. C'est l'espoir. C'est l'espoir français. Voilà. On va continuer par là. Oui, très bien. Ça, c'est encore une jeune jument qui a 3 ans, qui n'est pas adressée encore, qui est en cours de dressage. Et bon, elle n'est pas tout l'été, rien du tout. Tout cela, ils sortent du pré. Hein. Ils sortent du pré. Donc ils sont en phase de débourrage. On appelle débourrage. Débourrage, c'est la première éducation. D'accord. Débourrage, on leur remet la serre, on leur apprend à tourner, on leur apprend à monter dessus. D'accord. Mais c'est pas tout ce qui va. On sait par l'origine, par le modèle, la locomotion, tout ça, on espère. J'ai toujours entendu dire que les chevaux étaient intelligents. Est-ce vrai? Et pourquoi on dit qu'il est intelligent? C'est une intelligence cheval. Il faut raisonner en intelligence. Il y a l'intelligence humaine, l'intelligence cheval. Il ne raisonne pas du tout comme nous. C'est un animal très très heureux. Tous les chevaux sont très heureux. D'accord. Et c'est pour ça qu'ils sont dangereux, parce qu'ils ont peur. Et la solution pour la peur, c'est la fuite. Donc ils fuient quand ils fuient. Donc ils fuient, mais ils peuvent traverser n'importe quoi. Ils peuvent vous bousculer et ils peuvent être très dangereux. Ah oui. Mais c'est souvent qu'ils sont... D'accord. Hein, ça, on est comme ça. Hein. Oui, c'est ça. Exactement. Mais l'intelligence cheval, il y a des chevaux plus intelligents que d'autres, c'est comme les gens. Il y a des degrés d'intelligence. Voilà. Intelligent, je ne sais pas.
c'est spécial. Donc, ils ont une mémoire exceptionnelle. Les chevaux, ah oui. Une mémoire exceptionnelle. Ça, Comment vous le voyez un cheval, il n'oublie pas. Il n'oublie pas. Moi, j'ai l'exemple de l'arrière-grand-mère. Elle n'a pas été montée parce qu'elle s'était cassé une patte et tout ça. Elle était devenue cuisinière. Oui, elle n'a pas été montée pendant 15 ans. Un jour, pour la ramener, je vais monter dessus pour la ramener auprès. Je suis monté dessus. Elle n'avait rien oublié. Elle savait tout faire. Elle savait, comme si j'avais 15 ans sans monter, elle savait. Wow. Elle savait. Je pensais qu'on l'avait monté la veille. D'où le fait qu'ils sont intelligents. Ben non, ils ont une mémoire. Ils ont une mémoire. Et ils n'oublient pas. Et si vous leur faites un seul coup, ils n'oublient pas non plus. Non, c'est l'intelligence cheval. Pour raisonner, l'intelligence cheval, l'intelligence chien, mais c'est pas la même que la nôtre. Il faut se mettre à la place du cheval. Il faut raisonner cheval. C'est ça. Et vous qui êtes éleveur de chevaux, quel lien? Alors vous savez, la philosophie, c'est l'amour du vrai, du beau, du bien. L'étymologie de la philosophie. Quel lien pouvez-vous faire entre cette étymologie, donc l'amour du vrai, du beau, du bien, et les chevaux? Est-ce que le cheval, je dirais, vous conduit, parce qu'un cheval, c'est beau en lui-même, hein, ouais. C'est majestueux, etc. On s'épanouit avec les chevaux. C'est-à-dire on est fiers, on travaille, on approche, on essaie d'avoir la perfection. Oui, c'est ça. Vous essayez d'avoir la perfection. On essaye. Non, mais c'est très beau. Vous essayez vraiment dans la précision pour les compétitions, etc. Ah ben la compétition, oui. Il faut faire de la compétition si vous voulez progresser. Tout à fait. Et alors, je ne sais pas si vous savez, mais le philosophe Michel Onfray a écrit en 2015 un ouvrage sur les chevaux. Et il a lié la philosophie et les chevaux. Et en fait, dans cet ouvrage, il souligne qu'aux côtés de l'homme, je le cite, le cheval a su endosser différents rôles, tantôt compagnon de labeur, tantôt compagnon de soldat, aussi il a été moyen de transport pour les athlètes, etc. Et en fait, dans cet ouvrage, il trace à la fois l'histoire de la philosophie avec l'histoire de la conception du cheval par les philosophes. Et par exemple, de Homère à Camus, en passant par Descartes, par Schopenhauer, par Nietzsche, n'est-ce pas? Notre ami Michel Onfray a rendu hommage au cheval, et je le cite, à la plus noble conquête de l'homme. Oh, ouais, c'est une très très belle expression. Comment réagissez-vous à cette expression, la plus noble conquête de l'homme? C'est quand même, le cheval fait partie de la vie. De tous les temps. Ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, le cheval, on a tout besoin. On a besoin de chevaux. On a la voiture, oui. On a pour la guerre, on a pour les chevaux et tout ça. Et malgré tout, on a toujours autant de chevaux. On a toujours autant de chevaux. Les gens sont passionnés. Et quelles que soient les civilisations, quelle que soit l'époque, ils sont tous passionnés par les chevaux. Et alors, qu'est-ce qui passionne? Pourquoi? C'est vrai que ce que vous dites est tout à fait juste dans toute l'histoire finalement, l'histoire de l'humanité. Les chevaux ont toujours eu une place hyper importante avec l'homme. C'est un lien, c'est vrai, c'est la plus belle conquête de l'homme, et puis le cheval, c'est l'ami de l'homme. C'est l'ami de l'homme. Parce qu'en fait, cette expression... Pas tous. C'est là la norme générale, oui. Non, parce que cette expression, Michel Onfray la tire de Georges-Louis Leclerc de Buffon, qui est un écrivain, un mathématicien du XVIIIe siècle. Et je cite cet écrivain, il parle du cheval. Il dit donc: la plus noble conquête que l'homme n'ait jamais faite est celle de ce fier et fougueux animal qui partage avec l'homme les fatigues de la guerre et la gloire des combats. Autrement dit, je dirais que le cheval, c'est le plus beau compagnon de l'homme. Je pense, oui. Est-ce que... C'est pas moi qui vais le dire. Oui, je pense que vous n'allez pas le dire contraire. Mais est-ce que vous pouvez faire le lien? Je ne sais pas si vous avez un chien. Oh, les chiens. Quelle est la différence? Parce qu'on dit que le chien est souvent le grand compagnon de l'homme. Et là, notre ami Leclerc de Buffon dit que le cheval, c'est à la fois le... C'est un complice, le cheval. C'est un complice. Un complice pour faire ce qu'on veut faire, pour faire la compétition, pour faire la guerre, pour faire le travail dans les champs. Oui. C'est un ami. Et le chien n'est pas complice. Le chien, c'est... Certains chiens. Certains chiens. Oui.
Et est-ce que... C'est pas pareil. Moi j'ai un chien berger allemand qui nous adore. Oui. C'est pas la même chose. On va pas faire de la compétition avec. Oui. Le cheval arrive à surpasser l'homme. Grâce au cheval, l'homme peut se surpasser. Ah, c'est hyper intéressant. Grâce au cheval, l'homme peut se surpasser. C'est-à-dire, comment il se surpasse? Par la compétition. Par la compétition. Par la compétition ou par la guerre. Oui, c'est ça. Dans les tournois, il va mieux avoir le meilleur cheval pour faire pour gagner. C'est ça, oui. Hein, c'est fait pour gagner un cheval. C'est fait pour gagner. Mais alors, gagner au point du travail, gagner au point de vue compétition. Tout à fait. C'est très beau ce que vous dites et très juste. Le cheval est fait pour gagner. Malheureusement, cette période de confinement, le Covid que nous avons tous vécu, comment l'avez-vous vécu, cette période de confinement? Comment les chevaux l'ont-ils Les chevaux l'ont bien vécu. Hein. Oui. Nous, on était un peu isolés ici, on était complètement isolés. Nous, on était au milieu des chevaux. Honnêtement, on n'a pas été malheureux. Honnêtement, oui. Parce qu'on a la chance d'avoir l'espace. On a les chevaux, on a fait travailler les chevaux. Par contre, on n'a pas fait de compétition. C'est ça. Est-ce qu'un cheval qui ne fait pas de compétition est en manque, surtout ces chevaux-là qui sont quand même faits pour les compétitions? C'est vraiment pour nous aussi, parce qu'on ne peut pas valoriser. Mais il y a certains chevaux qui adorent la compétition. C'est ça qui est curieux. Oui. Certains chevaux, pas tout ça. Certains chevaux, oui. Il y a des chevaux qui sont faits pour la compétition et ils s'expriment, ils savent que c'est le jour du concours, ils savent qu'il faut qu'ils le sentent. Oui, ils le sentent certains. Comment vous voyez qu'ils le sentent? Parce que vous leur dites, vous leur parlez en disant, ben voilà, dans une semaine de compétition. Ils savent qu'il y a l'ambiance, dès qu'ils rentrent sur un terrain, ils savent qu'il faut qu'ils se surpassent. Il y a certains chevaux qui le savent. Oui, il y a certains. Oui. Oui. Moi, ce qui est curieux, c'est que j'ai toute une lignée, mon arrière du moins, c'est ça. Tous ces chevaux étaient bien meilleurs en compétition qu'à la maison. Ah oui. Hein. Et les arrière-petits-enfants sont pareils. À la maison, ils n'aiment pas travailler, ils font ça les enlèvent. C'est une transmission de... Dès qu'ils rentrent sur un terrain de compétition, là, ils se motivent. Mais bon, c'est pas... Ils sont pas tous comme ça. Et cette période de confinement a été difficile pour tout le monde, je suppose que pour vous aussi. Mais enfin, on ne va pas se plaindre parce que nous, on est quand même... nous, on était confinés sur 100 hectares. Oui, vous avez 100 hectares dans le haras, c'est 100 hectares. Que vous avez le bonheur de la... Oui, on a la distanciation. Vous avez tout. Et je voudrais terminer ce petit moment de discussion par une citation de Michel de Montaigne, et je voudrais que vous nous donniez après votre impression sur cette citation. Voilà ce qu'il cite au XVIe siècle. « Je ne démonte pas volontiers quand je suis à cheval, car c'est l'assiette en laquelle je me trouve le mieux. » Michel de Montaigne dit « Le cheval, c'est l'assiette en laquelle, non pas pour manger bien sûr, mais c'est l'assiette en laquelle je me sens mieux. » Est-ce que vous, autour de ces chevaux, vous vous sentez vous-même? Est-ce que vous apprenez à devenir vous-même avec tous ces chevaux qui vous entourent? Oui. Je suis perdu quand je n'ai pas mes chevaux. C'est beau ce que vous êtes perdu quand vous n'avez pas de chevaux. Je n'ai pas envie de faire mes chevaux. Les chevaux font partie de votre famille. Oui. D'accord. J'essaie que ma famille aime mes chevaux. C'est ça. Oui. C'est ça, il y a toute une transmission. Et ça se transmet et en principe, ça passe très bien. D'accord. Les enfants après. Super. Et si vous devez donner un message à tous les jeunes, les futurs, qui voudraient un jour faire votre travail, élever les chevaux, etc., que pouvez-vous leur dire à tous les jeunes qui vous regardent? Il faut les gens qui soient passionnés. Passionnés. Il faut être passionné, mais il y a beaucoup de gens passionnés dans les chevaux, mais c'est quand même dur de réussir. C'est vrai. C'est très dur de réussir dans les chevaux. Pourquoi c'est dur de réussir? Ça demande beaucoup d'investissement, que ce soit humain ou financier. Oui, c'est ça. Oui, c'est un investissement financier, humain, vraiment. Oui, c'est un travail à temps plus que plein. Plus que plein, oui. Hein? Mais c'est difficile. Il faut
aident. C'est ça. Qui vous aident déjà pour apprendre, déjà pour investir, parce qu'il faut quand même ça. C'est ça, ben oui, c'est vrai que c'est un énorme capital. Mais après, si vos chevaux réussissent les compétitions, c'est encourageant. Alors le drame de ce métier-là, c'est que quand les chevaux vont bien, c'est là la période où il faut qu'on les rende parce qu'il faut qu'on vive. Il faut vivre, il faut rendre les chevaux. C'est ça le plus difficile. Un cheval peut combien environ? C'est comme une voiture. C'est quelle fourchette? Une fourchette de voiture. Une fourchette d'une voiture, d'accord. Alors, soit la voiture basique d'occasion, tout ça, qui est 3 000 €, soit la Formule 1 qui va valoir plusieurs millions. Voilà, c'est ça. Il y a toutes les échelles. Ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire du loisir, ça vaut pas cher. Si vous voulez faire de la compétition au niveau olympique, c'est la Formule 1. En tout cas, Serge, je crois donc le message que vous adressez à la jeunesse aujourd'hui, c'est pour faire votre travail, c'est d'être passionné. Être passionné. Mais pour la jeunesse, c'est bien parce que c'est très éducatif pour les jeunes. Tous les jeunes que j'ai eus ici, ça leur a appris beaucoup de choses sur la vie. Sur la vie, le cheval apprend sur la vie. Ouais. Et j'ai eu même des jeunes qui avaient loupé leurs études et tout ça. On les a formés pendant 3-4 ans. Il leur a bien expliqué qu'après il fallait refaire les études. Après, ils ont fait des études et ils se sont lancés dans les études. Parce que ça leur apprend un rythme de vie. Le cheval, tous les matins, il faut se lever. Il faut les nourrir le matin, le midi, le soir. Les nourrir, les pailler. Il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. Ça les formatif. Donc c'est très éducatif. Le cheval est très éducatif. Serge, merci beaucoup pour ce moment. Merci de nous avoir accueillis dans le haras de la Fontaine. Ambre, merci d'avoir filmé. Merci beaucoup. Et surtout, merci du beau témoignage d'authenticité que vous donnez. Les chevaux, c'est une très belle famille. C'est votre famille. Et merci de nous offrir les si beaux spectacles que vous nous offrez. Alors Jacqueline, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je suis Jacqueline Selva, je suis médecin hospitalo-universitaire, donc je suis professeure des universités, praticien hospitalier, spécialisée dans les problèmes d'infertilité. Donc j'aide les couples infertiles à faire des bébés. Je fais des cours aux étudiants, je prends ma retraite à la fin de l'année, là, donc je suis tout à fait en fin de carrière. Et j'ai été très heureuse de faire ce métier, voilà. En particulier auprès des étudiants, parce que je pense que c'est très important de préparer l'avenir, tout simplement, avec les jeunes. Hein. De préparer l'avenir. Oui. Vous croyez en la jeunesse? Ah, je crois en la jeunesse, bien sûr. Je crois en la jeunesse. Alors, j'ai entendu aujourd'hui sur France Inter qu'il y avait une journée Génération Demain. Génération Demain. Génération Demain pour les jeunes entre 15 et 30 ans. Et j'ai été très intéressée et parfois émue par leurs témoignages. Et oui, je crois en la jeunesse. Je veux dire, je suis une inconditionnelle optimiste, moi. C'est super, inconditionnel optimiste. Inconditionnel optimiste, parce que je pense que notre société a des difficultés, mais que le monde a traversé d'autres difficultés bien plus importantes et qu'il faut avoir confiance que si on est costaud, on va y arriver. C'est ça, c'est ça. Mais qu'est-ce qui vous... Aujourd'hui, on vient d'en discuter, mais quand on ouvre la télévision, on regarde la télévision, la radio, on a un côté très pessimiste qui nous envahit parce que les nouvelles ne sont pas bonnes. Alors, et vous êtes, permettez-moi de vous dire, un rayon de soleil peut-être dans ce... déjà avec votre sourire, c'est merveilleux. Écoutez, oui, ce que je voudrais dire, c'est que je pense, je ne suis pas historienne, hein, je suis biologiste, scientifique et médecin, mais je pense qu'on est quand même beaucoup trop pessimiste,
Si on pense au progrès qu'il y a eu en ce qui concerne la longévité, en ce qui concerne la santé globalement, en ce qui concerne l'aliment, enfin, la qualité de vie. La qualité de vie, il y a quand même eu beaucoup de progrès et qu'il ne faut pas être omnubilé par les problèmes qu'on a, qui sont complètement réels, et oublier tous les progrès qui ont été obtenus. Si on pense à ce qui se passait dans les années 1700, je crois que les jeunes Français, en tout cas de maintenant, ont plus de chance dans la vie. Voilà. Oui, non, mais c'est intéressant. Non, mais c'est super. Et alors, vous qui êtes biologiste, médecin, ça, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez du progrès technique? Ah, le progrès technique, il est formidable et ce que fait apparaître le Covid, c'est la difficulté qu'il y a à gérer ces connaissances scientifiques, et je pense qu'il y a vraiment une confusion terrible qui doit perturber énormément nos concitoyens, avec toutes ces informations contradictoires, d'experts qui sont tous plus référencés les uns que les autres et qui disent des choses parfois complètement contradictoires. Ça, c'est compliqué, c'est la communication qui est compliquée, et c'est le fait qu'on a fait rentrer dans chaque salle à manger de chaque concitoyen des débats qui sont des débats scientifiques, qui sont normaux entre scientifiques, mais qui, à mon avis, doivent être digérés et arriver à un consensus avant d'être présentés à la collectivité. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert toutes les portes. Moi, je suis quelqu'un de très transparent. La question, c'est pas de cacher, c'est simplement de se mettre d'accord avant de présenter une version pour la population. D'accord. Non, mais c'est intéressant. Serge, qu'en pensez-vous, le progrès technique? Ah oui, il est évident. Oui, comme disait Jacqueline, la longévité, l'espérance de vie est passée à plus que doublé en 2 siècles, un siècle. Le progrès, on a le chauffage, nous on est privilégiés. Enfin, dans tous les foyers, dans les machines à laver, dans la télé. C'est super, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'un jour, vous n'avez pas peur qu'un jour la technique remplace l'homme? Il faudra toujours des hommes pour diriger la technique. Oui, c'est vrai que ce n'est pas faux. Il y aura toujours des... Non, mais c'est vrai. Ah, mais la technique... Mais jusqu'où va-t-elle aller, quoi? Jusqu'où le progrès va-t-il aller? Ça, on ne sait pas. Mais pour le moment, le progrès, il va pour faciliter la vie de l'homme. Oui, c'est ça. Aussi, certaines fois pour le détruire aussi. Oui, mais alors est-ce que l'homme ne devient-il pas esclave de tout cela? L'homme, il est esclave de la technique, ça c'est sûr aussi. Oui. On ne peut plus se passer des machines, on ne peut plus se passer de... C'est ça, et dans les chevaux, avec les chevaux, là, vous avez, par exemple, vous faites votre propre foin, la paille, etc. C'est des machines qui... C'est des machines, évidemment, on ne pourrait plus faire comme on faisait avant. Oui. Ou alors, il faudrait de la main-d'œuvre, c'est aussi un problème, la main-d'œuvre. C'est ça, oui. On se passe de main-d'œuvre à cause des machines. Alors, est-ce que... On se passe de main-d'œuvre et on se passe d'emploi, on n'a plus... Oui, c'est un problème, donc il y a aussi le problème du chômage. C'est ça, c'est ça. Mais bon, oui. c'est un peu compliqué. Oui, c'est pas évident. Trouver l'équilibre, c'est pas évident. C'est pas évident, l'équilibre. Non, c'est vrai. Oui, Jacqueline. Je voudrais ajouter quelque chose. Ce que je pense, moi, c'est que le problème n'est pas tant la progression technique que la déconnexion par rapport à la nature. Ce que j'ai observé, moi, ici, c'est qu'on a eu, mon mari a eu un certain nombre de stagiaires, de jeunes un peu en difficulté, et que de travailler au contact de la nature avec des animaux, ça remet un certain nombre de choses en place. Et moi-même, étant perturbée au moment du confinement, c'est vrai que m'installer dans un fauteuil, dans le jardin, à voir les oiseaux, les papillons et tout, vous avez l'impression d'être porté par une force positive qui est supérieure à vous, et ça, c'est extrêmement rassurant. Et ce que je pense, c'est que dans notre société, j'ai été élevée à Paris, je suis venue ici après, dans notre société, toutes ces personnes, et c'est beaucoup d'entre nous, c'est sans doute la majorité, qui sont élevées totalement déconnectées de la nature
eh bien, sont privés de cette espèce d'énergie vitale qui aide beaucoup et de ce rythme, parce que, je veux dire, toutes les personnes qui travaillent ici vous diront que les chevaux, il faut leur donner à manger le matin, il faut leur donner, voilà, il y a un certain nombre, il y a un rythme, il y a des choses à faire, et tout ça, ça équilibre. Alors que, quand vous êtes dans votre tour, dans une cité, je ne sais où, à la périphérie d'une grande métropole, vous perdez ce contact-là. Je vais vous citer un autre exemple, c'est que j'entends souvent, j'ai entendu plusieurs fois sur des chaînes radio, louer cette idée soi-disant novatrice, enfin, qui est très intéressante, mais qui à mon sens n'est pas tant que ça novatrice, cette idée qui est que l'homme est un animal, et que l'homme se comporte bien souvent comme des animaux, et qu'on a quelque chose en nous, à la base, qui est animal. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'il suffit de se promener dans les prés ici. Je vous citerai un exemple. Vous voyez le pré des jeunes mâles de 1 an, vous avez vraiment l'impression d'être dans une cour de récréation de jeunes humains de 15 ans. Ce sont les mêmes réactions. Je montre à quel point je suis costaud, j'essaie de montrer que je suis plus beau, plus fort que l'autre. Ça ressemble, et ça veut dire une chose, ça veut dire que chez l'humain, effectivement, il y a une part d'animal, et que la dignité de l'humain, sans doute, est, alors après on est religieux ou pas, mais est de s'élever par la culture, par la religion, par ce que vous voulez, au-delà de ce statut, mais que, j'ai envie de dire, 70% de ce qu'on est nous, c'est une racine animale. Oui, et c'est ce qu'on que a ça en commun avec les chevaux, les chiens, etc. Mais c'est ce que dit le philosophe Aristote. L'homme est un animal, mais il rajoute politique. Oui. Vous voyez, on a ce côté animal, ce côté de l'instinct, mais politique parce qu'il pense, il s'élève, comme vous dites. Oui, on s'élève un peu au-dessus, mais on a beaucoup de choses en commun. Moi, c'est ce qui m'a frappé en étant ici, en regardant évoluer ces animaux. C'est à quel point il y avait des points communs avec les jeunes gens. Je vais vous dire un vieux chef, par exemple. Oui. Moi qui suis pas loin de la retraite. Les vieux chefs, c'est pas si évident que ça. Mais j'ai de la chance, on me laisse manger. Un vieux chef dans un pré, il n'a plus le droit d'être abrité de la pluie, il n'a même plus le droit de manger. Donc les humains sont extrêmement... Oui, je parle des chevaux. Les chevaux, oui, c'est ça. Les vieux chefs chevaux, moi. Les vieux chefs chevaux. Qu'est-ce que vous appelez vieux chef? Un chef, c'est-à-dire que les chevaux qui ont été performants, qui ont été toujours au-dessus du lot. D'accord. Quand ils deviennent vieux. Dès qu'ils deviennent vieux. Ils montrent qu'ils sont. Non, les autres, ils les rejettent. Ils sont rejetés. Et moi qui ai eu, voilà, qui suis chef de service, professeur d'université, j'ai même eu la Légion d'honneur. Si vous voulez, je sens quand même, je suis à 2 mois de ma retraite, que je suis quand même beaucoup moins écoutée qu'avant. Mais on me laisse manger, j'ai beaucoup de chance. Par rapport... Heureusement. Par rapport à mes homologues chevaux. Ah oui. Heureusement qu'on vous laisse manger quand même. Et vous qui êtes donc, vous êtes universitaire, médecin, est-ce que vous avez déjà participé à aller au... J'ai vu plusieurs vidéos sur Internet, les chevaux qui rentrent dans les chambres des patients, qui plus est des enfants, pour la thérapie, etc. Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation? Vous avez des collaborateurs qui... Ici, pas tellement. Ce qu'on a vécu, c'est les chevaux qui... ce qu'on a vécu, c'est les poneys qui, vous voyez, cette porte-fenêtre, quand on ouvre la porte-fenêtre, qui rentre et qui serait installé à votre place. Les poneys viennent ici? Ah ben c'est arrivé, c'est extraordinaire. Et le mieux, c'est un poulain qui s'appelait Lumière. Il s'appelait Lumière, c'était l'enfant des Lumières peut-être. On est au 18e siècle. Vous savez pourquoi je l'ai appelé Lumière? Parce que son père s'appelait Voltaire. Ah, il y a le 18e siècle, le siècle des Lumières. Donc Lumière qui a vu beaucoup d'ennuis. Sa mère était orphelin à 10 jours. Il était orphelin, il avait été élevé par les humains. Eh bien, Lumière, il était avec nous. Et je me souviens qu'il y avait des clients ici et des amis ici qui me trouvaient très très cool, comme on dit maintenant, parce que Lumière, il venait lécher le linge. Et moi, je ne faisais pas de colère, je reprenais le linge, je relavais le linge. Il venait manger à table avec nous. Il prenait l'apéritif avec vous. Ah, mais oui,
Un poulain, quand il a été élevé avec les humains, il se considérait comme une personne de la famille. Et ça finit, je pense, par lui poser des problèmes parce que du coup, il n'arrivait pas à s'imposer par rapport aux autres et à s'intégrer avec les autres. Ça l'a tué, d'ailleurs. Et il s'est fait tuer par les autres. Il s'est pris un coup de pied par un cheval. Il s'est pris un coup de pied par Parce qu'entre chevaux, ils se tuent Ah comme oui, ça. oui, lumière, il oui. s'est fait rejeter. Lumière, Non, J'ai il est vu. devenu sombre alors. C'était plus une lumière, le pauvre. Le pauvre, oui, Il avait quel âge pour quand nous, il il- était... Bon, quel âge il avait quand ça lui est arrivé son accident? À 2 ans. À 2 ans. Ah, c'est Oui, très donc ça veut dire que, en fait, il faut, voilà, chez les animaux, il faut rester dans son groupe, parce que sinon, on n'est plus accepté par le groupe. Il y a quelque chose aussi qui peut Non, mais c'est- peut-être... non, mais Si on sort de son groupe, on n'est plus accepté par son groupe. Et est-ce Voyez. que l'humain c'est pareil à votre avis? Ben, c'est la question, voilà, ce que je vous disais, il y a quelque Oui. chose à réfléchir chez l'humain, mais quand je vois, oui, Bah, les personnes, certaines réactions, certaines quand tu vois réactions. les autistes, tout ça, c'est un peu le même Ah, problème. les autistes, c'est encore autre Ils chose. sont dans un autre monde. Non, mais on peut penser aux groupes sociaux ou ethniques. C'est vrai ça. que c'est pas si évident que ça Ah, oui. d'être accepté par un autre groupe Accepté. que le sien. Oui. Et quelqu'un qui sort de son groupe, Oui, je tout ne à sais fait. pas si c'est si facile que Oui, ça pas d'y facile rentrer de la- après. Hein. C'est ça. Je pense que les humains, mais tout ça, ce sont des choses, ce que je dirais simplement. Les jeunes ont du mal à s'intégrer, mais ceux qui sont. Mais si tu sors de ton groupe, je ne suis pas sûre Ouais. que tu peux y rentrer après. Mais Oui, c'est ah, ça, mais ça, c'est oui. dans ce qui nous arrive maintenant, Ah, mais ça, c'est dans la notre famille société groseille, humaine. ça. C'est les groseilles et les. Ah, les Dans le- Lopinois et les groseilles. Dans Ça, c'est les la- talons fleuve La tranquille. vie est Ah oui, un enfant c'est ça. tranquille. Avec Ah mais oui, mais si, vous voyez avec mon petit costume rouge, là, si je me pointe dans certains coins de certaines cités, je ne suis pas sûre qu'on va m'accepter. Hein, Oui, voilà. oui, oui, non, ça. Je suis pas sûre du tout. Mais oui, c'est vrai. Mais là aussi, je veux dire, les humains, en fait, c'est animal comme réaction. Hein. C'est animal. C'est cet éclairage-là, je pense, qui est intéressant. C'est animal comme réaction. Et justement, parce que moi, je suis très favorable, bien sûr, à une ouverture d'esprit, à la tolérance, à l'acceptation d'autrui. Et justement, je pense qu'on s'enrichit avec autrui, etc. Mais je dis etc. parce que toute cette culture-là, mais la réaction animale n'est pas celle-là. Oui, c'est Voilà, ça. il faut savoir que la réaction animale n'est pas celle-là. La réaction animale, si vous sortez du groupe, vous restez en dehors du groupe, vous rentrez plus, c'est fini. Ah oui. Non, c'est très, très, très intéressant ce que vous dites. Peut-être une dernière question pour terminer cette petite discussion. Vous êtes universitaire. Quel message pourriez-vous adresser à la jeune génération qui arrive et qui vous regarde? La jeune génération, Ouais. Quel message en Mais tant surtout- qu'enseignante, en tant que chercheuse? surtout ne perdez pas courage. Surtout ne vous laissez pas affaiblir ou désarçonner par tous les discours négatifs. Vous êtes jeune, notre société a quand même apporté un certain nombre de progrès. Elle a des défauts qui sont évidents. On n'a pas parlé de la planète, mais je sais très bien quels sont les dangers. Il y a des défauts qui sont évidents, mais nous avons, enfin moi je suis un peu vieille, mais vous avez les jeunes les moyens de faire face, et faites face, je vous en supplie, c'est la seule chose. Non, C'est la seule chose, voilà. c'est superbe. Et vous, Serge, que pourriez-vous dire à la jeunesse? oui, garder l'espoir et que la nature est quand même très bien faite et je pense qu'on va s'en sortir. On va s'en sortir. Gardez espoir, gardez courage, on va s'en sortir. Les amis, merci d'avoir participé à cette petite discussion. À bientôt sur les routes du Tour de France de la philo pour une prochaine étape. Merci de nous suivre. À bientôt les amis. Ciao, ciao. Au revoir.